Bonjour et bienvenue sur le podcast Art Eco, un podcast où nous allons interroger des enseignants-chercheurs en histoire de l'art de l'Université de Bourgogne. Je suis ici avec Madame Napolitano, professeure d'histoire de l'art contemporain. Je vous laisse vous présenter rapidement si vous le voulez bien pour que les étudiants puissent apprendre un petit peu à vous connaître. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors déjà, petite rectification, puisque les termes sont importants. Je ne suis pas professeure en histoire de l'art contemporain, c'est un titre vraiment précis à l'université. Moi, je suis ATER en histoire de l'art contemporain, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Ça veut dire que je ne suis pas titulaire, contrairement aux professeurs qui sont HDR, qui peuvent diriger des thèses. Voilà, donc juste, voilà, mais sinon, la question était donc que je me présente, c'est ça? Oui. Donc, je suis effectivement ATER ici à l'Université de Bourgogne et docteur en histoire de l'art depuis peu, puisque j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier sur un sujet dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, mais qui s'intitule donc La parade des marchandises, étalagisme et art de la devanture à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et je suis plutôt spécialisée en histoire des arts décoratifs et de l'architecture commerciale de la première moitié du XXe siècle, en gros. D'accord. Donc, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejoints sur le campus et de nous retrouver ici, dans l'espace de détente de la B2UFR. Je vais rapidement vous présenter comment va s'organiser le podcast avec, pour commencer, une partie sur votre formation, puis sur votre métier et enfin, si vous avez certains conseils à donner aux étudiants. Donc, vous avez donc commencé vos études supérieures par une classe préparatoire en philosophie et lettres modernes, puis vous êtes entré à l'école du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience ? Alors oui, effectivement, donc après mon bac, j'ai commencé ce qu'on appelle une classe préparatoire littéraire AL, en tout cas à l'époque, c'était comme ça, il y a 10 ans. Et effectivement, les grosses disciplines, ce sont la philosophie, la littérature, les lettres modernes, lettres classiques aussi, et l'histoire-géographie. Et c'est une expérience qui m'a quand même marquée, formée. J'avais intégré le lycée Thiers à Marseille, donc une classe préparatoire qui est plutôt bien classée. C'est un cursus quand même assez exigeant. Qui était donc pas très loin de chez moi, dans le sud, donc qui me permettait de suivre ce cursus exigeant sans être trop éloigné de ma ville natale. Et ça a été une expérience très riche. Moi, en fait, j'avais choisi cette classe préparatoire précisément parce que donc c'est une classe prépa qui proposait une option études théâtrales. Et j'avais déjà étudié depuis, donc j'étais au lycée en option art plastique et histoire de l'art, culture artistique précisément. Et j'avais quand même envie de découvrir aussi un peu d'autres formes d'art. Donc là, en l'occurrence, l'art dramatique, puisqu'il y avait une partie pratique dans cette option-là en classe prépa. Et effectivement, j'avais choisi ce cursus parce que, alors même si on en reparlera, mais j'avais envie de faire de l'histoire de l'art depuis le collège, je pense, ce qui s'était confirmé au lycée, mais malgré tout, j'avais aussi découvert notamment la philosophie, et j'avais envie de poursuivre un petit peu quand même mes études là-dedans, puisque finalement, on n'en fait qu'un an véritablement. Enfin, en tout cas, nous, c'était comme ça, on étudiait la philosophie qu'en terminale. Nous aussi. Voilà, donc j'avais quand même envie de poursuivre un tout petit peu avant de passer effectivement le concours de l'école du Louvre. C'était déjà aussi dans ma tête depuis le collège, toujours aussi. Je peux raconter des petites histoires, peut-être des petites anecdotes, mais l'école du Louvre, c'est un établissement dont j'ai entendu parler lorsque j'étais donc au collège par ma professeure d'art plastique de l'époque, parce que son fils
été scolarisée là-bas, donc un peu plus âgée que moi, une dizaine d'années de plus. Et ça m'avait marqué, puisqu'on n'étudiait pas beaucoup l'histoire de l'art en cours d'art plastique, un petit peu, mais c'est ce qui m'avait, moi, plu. Hein, voilà. On regardait, je me souviens, des émissions Palette sur Manet, je trouvais ça extraordinaire. Donc voilà, et elle m'avait parlé effectivement de ce cursus-là possible. Et donc ça faisait quand même, voilà, depuis la 4e peut-être, quelque chose comme ça, hein, que j'avais dans l'idée d'intégrer à un moment l'école du Louvre. Mais je me suis dit que je n'étais pas pressée, que j'avais le temps voilà, de faire un petit peu, de voir un peu d'autres choses, et notamment en classe prépa, parce que ça reste assez généraliste dans les matières littéraires. Donc voilà ce cursus-là. Et ensuite, à la fin donc, de cette classe prépa, j'ai passé le concours de l'école du Louvre, pendant l'année d'ailleurs. Je ne sais pas si on en était là dans vos questions. Mais c'était sur oui, l'école du Louvre aussi. Comment s'organisaient par exemple les cours et qu'est-ce qui les différencie de la fac? Alors, pour moi, en tout cas, ce qui m'attirait particulièrement là-bas, bon, déjà, c'était voilà, cette anecdote-là, mais qui a quand même compté finalement dans ma construction, puisque c'était quelque chose que je convoitais quelque part et j'ai pas trop regardé ailleurs, alors que finalement, il y avait plein d'autres cursus universitaires formidables auxquels j'avais candidaté aussi par ailleurs, mais ça se fait pas exactement de la même manière sur les plateformes, là, Parcoursup. Enfin, moi, ça s'appelait APB, moi. Mais enfin, voilà. La différence, je trouve, principale entre l'école du Louvre et l'université se situe dans les travaux dirigés, surtout, qui sont, enfin, à l'école du Louvre, on appelle ça des TDO, des travaux dirigés devant les œuvres. Puisque effectivement, étant donné que c'est à Paris, il y a quand même un certain nombre d'institutions autour de l'école, qui se situent dans une des ailes du Palais du Louvre. Tous nos TD, en fait, donc pendant 3 ans, sont dans les musées. Donc face aux œuvres dans les musées. Et ça, c'est je pense, et pour en parler avec d'anciens élèves, amis, c'est peut-être ce qui nous a le plus plu dans notre cursus. Voilà, ça, c'était vraiment extraordinaire. Je veux dire, plusieurs fois par semaine, vous êtes 6-8 heures dans des musées, face à face, face aux œuvres. Ça, c'est vraiment une très, très grande richesse. Et puis, ce qui était aussi, je trouve, très bien, c'est que, alors je ne connais pas les cursus de toutes les universités de France, mais en tout cas, dans celle où j'ai enseigné, ce n'était pas forcément le cas. À l'école du Louvre, on a, en plus du tronc commun général, les cours d'histoire générale de l'art, un cours de spécialisation dès la L1, en fait, et qu'on garde pendant 3 ans. Qui va déterminer ensuite, la note moyenne de ce cours en 3e année détermine notre passage en master. C'est vrai que je trouvais ça super aussi de pouvoir se spécialiser tout de suite. Ça consiste en 3 cours qui durent toute l'année sur un thème, sur 3 thèmes déclinés autour d'une grosse thématique. Moi, c'était l'histoire de l'art au 19e et au 20e siècle. Et voilà, ça aussi, ça m'attirait particulièrement et on l'a un petit peu moins à l'université. Donc voilà, moi, je pense la principale différence. Après, dans l'organisation des cours, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément vu à l'université. C'est une organisation chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, en L1, vous allez, ce qu'on appelle la première année de premier cycle, vous faites essentiellement, vous faites que ça d'ailleurs, de l'archéologie. Et tout est un petit peu réparti selon aussi les départements du Louvre. Donc vous allez avoir le cours d'AGER, donc d'antiquité étrusque, grecque et romaine, le cours d'égyptologie, le cours d'art du Proche-Orient. Voilà, donc ça se divise un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la première année. Ensuite, en 2e année, c'est plutôt Moyen-Âge, Renaissance. On a aussi art de l'Afrique, art de l'Océanie.
Et en troisième année, on passe au 17, 18, 19e, 20e. On n'a pas d'art très contemporain en tronc commun. En tout cas, encore une fois, lorsque moi j'étais étudiante là-bas, je sais qu'il y a des choses qui ont évolué depuis, hein, notamment des cours maintenant qui sont en anglais, ce qui n'était pas mon cas quand j'y étais. J'ai intégré l'école du Louvre en 2013. 2013, c'est ça, 2013. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Et effectivement, du coup, moi qui étais surtout attirée donc, par l'histoire de l'art du 19e siècle, j'ai attendu 3 ans, mais j'avais quand même mon cours de spécialité du coup, depuis la première année pour déjà donc, appréhender cette période et ces médiums. Donc voilà, ça c'était très bien. Et ensuite, par contre, j'ai fait aussi mon Master 1 là-bas, qui est diplômant, il délivre le diplôme de muséologie. Donc voilà, j'ai fait mon Master 1 là-bas aussi. Pourquoi ? Parce que je trouvais déjà intéressant d'étudier. Alors, muséologie, en fait, ce sont des cours conservation, restauration, muséologie bien sûr, histoire des collections, histoire du patrimoine, marché de l'art un petit peu, médiation culturelle. Donc, c'est des cours qui finalement touchent plutôt au métier du musée. Alors, personnellement, j'avais déjà dans l'idée de faire de la recherche plutôt, mais je trouvais que ça m'ouvrait quand même une porte et finalement, encore aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout hein, parce que ça m'a permis de découvrir un certain nombre de choses, l'historiographie de l'histoire de l'art aussi, que nous, on ne faisait qu'en Master 1 et non pas pendant la licence comme c'est le cas à l'université. Donc voilà, ça m'a quand même ouvert à d'autres choses. Et c'était très bien aussi. Et donc, effectivement, après, je suis partie au bout de 4 ans, du coup, de cursus à l'école du Louvre. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a surpris à l'école du Louvre ? Je pense que j'ai déjà un petit peu répondu, finalement. Enfin, ce qui m'a surprise... Enfin, je dirais plutôt ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, c'est notamment ces cours devant les œuvres. Ça, c'était particulièrement... Enfin, ce sont vraiment mes meilleurs souvenirs là-bas. Ça nous permet aussi, n'ayant pas grandi à Paris, c'était une ville, du point de vue de mes centres d'intérêt, qui m'attirait énormément. Et je l'ai découverte aussi comme ça, en allant de musée en musée et en allant aussi, parce qu'on a des cours en extérieur aussi, notamment d'architecture, où là pour le coup on est dans la rue. Donc voilà, on découvre aussi un peu la ville sous l'angle du patrimoine, avec des enseignants. Donc c'est ce qui m'a le plus, je pense, marqué. Et je ne dirais pas que ça m'a surprise, mais ce qui m'a aussi plu, c'est peut-être l'ambiance école, où on connaît très bien les membres de l'administration. On est quand même assez proche aussi des chargés de TD. Ce sont quand même de grosses promotions, hein, donc je pense que c'est l'équivalent ici aussi. Je vois que vous connaissez bien toutes les promotions, hein, enfin entre promotions, mais c'est ce qui m'avait aussi plu. Mais voilà, je ne sais pas si ça m'a surprise dans la mesure où je n'avais pas d'expérience parallèle à l'université. Après, du point de vue enfin, en tout cas, moi, ça répondait à beaucoup de mes attentes à ce moment-là en termes d'apprentissage. Hein. Donc, ça a été vraiment une formation très, très riche pour moi que j'ai vraiment adorée. Voilà. Et d'ailleurs, j'y ai enseigné plusieurs années après. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui aimeraient intégrer cette école ? Oui, alors j'imagine que ça se passe toujours un petit peu de la même manière. Il y a un concours d'entrée. Moi, personnellement, j'avais quand même fait quelques annales. Hein. Je m'étais juste, je m'étais entraînée en fait au concours d'entrée. Je pense que le meilleur conseil quand même qu'on puisse donner lorsqu'il y a un concours, c'est de se familiariser un minimum avec les épreuves qui vont vous être demandées, voir
comment elles s'organisent, essayer potentiellement de les réaliser en amont pour s'entraîner dans le temps imparti surtout, puisque ce serait dommage de ne pas terminer. Et puis après, ça reste malgré tout un concours assez, qui, en tout cas sur le papier, ne nécessite pas qu'on ait déjà beaucoup de connaissances en histoire de l'art. Moi, j'avais pour bagage à ce moment-là uniquement ce que j'avais fait au lycée, finalement, et ce que j'avais pu, moi, retenir de mes propres visites. Mais après, si vous jetez un œil aux annales, vous vous rendrez vite compte qu'il y a des choses qui reviennent toujours. En fait, ce qui est attendu, c'est de savoir quand même se situer dans l'espace, dans le temps. Donc, connaître globalement la succession des régimes, des périodes, savoir lire, écrire les chiffres romains sans faute. En tout cas, moi, dans mon souvenir, il y avait des exercices comme ça où il fallait traduire en chiffres romains des chiffres arabes, enfin voilà. Donc oui, le principal conseil serait quand même de voir un petit peu les annales. Et puis après, mais je pense que ça, c'est un conseil plus général lorsqu'on veut faire de l'histoire de l'art à l'école du Louvre ou à l'université ou ailleurs. C'est quand même se tenir un minimum informé de l'actualité où qu'on vive. C'est-à-dire visiter des expositions temporaires dans sa région, pas hésiter à prendre un petit train, pas plus d'une heure, mais pour aller voir d'autres choses aussi. Donc je pense que c'est les meilleurs conseils, c'est déjà s'enrichir soi, sa culture générale et aussi sa culture artistique, et faire des annales, voir les épreuves, quoi. Donc après votre Master 1 de muséologie, vous avez été à l'école pratique des hautes études. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école ? Alors l'école pratique des hautes études, c'est un établissement qui se décompose en 3 sections, en fait, qui est quand même une grosse école. Il y a une section sciences et vie de la Terre, une section sciences historiques et philologiques, et une section sciences religieuses, si je ne me trompe pas. Auparavant, il y avait une 4e section qui était la section des sciences économiques et sociales, et qui est devenue, en fait, qui s'est détachée de l'EPHE et qui est devenue l'EHESS. Et en fait, c'est une école qui ne commence qu'au master. Il n'y a pas de licence à l'EPHE. C'est master, doctorat, et qui se consacre vraiment à la recherche. Oui. Et moi, donc, en histoire de l'art, on dépend de la section des sciences historiques et philologiques. Et en fait, vous avez plein d'enseignants qui vont être responsables de ce qu'on appelle des chaires. Et qui sont en fait grosso modo responsables d'un gros cours et d'une conférence qu'ils vont donc donner tout au long de l'année, dont ils choisissent le thème qui doit correspondre donc au nom de la chaire en question. Donc là, comme ça, en histoire de l'art, par exemple, vous avez une chaire d'histoire de l'art des arts décoratifs contemporains, une qui était celle que j'avais intégrée et qui n'existe plus, que j'avais intégrée, qui était celle de mon directeur de thèse avant qu'il prenne sa retraite, qui était celle d'histoire de l'architecture occidentale au 19e et 20e siècle. Mais il y en a une, art visuel et christianisme, histoire de Paris, qui englobe aussi l'histoire de l'art, histoire des techniques aussi, de la construction. Voilà, il y a plein de thématiques un petit peu différentes. Et ce qui fait que finalement, histoire du dessin aussi par exemple, moi en tout cas, ce qui a fait que je suis allée à l'EPHE, déjà c'est la rencontre avec mon directeur de mémoire avant, qui est devenu mon directeur de thèse après, puisqu'il était aussi enseignant à l'école du Louvre en histoire du patrimoine et je ne sais plus comment s'appelait son cours, histoire des collections, des musées et du patrimoine, je crois. Et avec lequel en fait j'ai fait un stage pendant mon master 1 et qui m'a proposé de diriger mon mémoire ensuite en master 2 et donc d'aller
à l'EPHE, Oui. de m'inscrire à Oui. l'EPHE. Et donc, je l'ai suivi. Voilà. Tout simplement. Mm. Vous avez donc effectué de nombreux stages en tant qu'assistante de recherche, notamment au musée d'Orsay ou aux Beaux-Arts de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé? Oui, effectivement. Déjà, pour obtenir ces stages, je vais peut-être vous raconter un petit peu, mais alors celui au musée d'Orsay, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en Master 2 sur un immeuble couvert de céramique architecturale, et c'était le moment de la préparation d'une exposition qui portait sur la sculpture polychrome. Et une partie en fait, de l'exposition était aussi consacrée à la céramique architecturale. Donc c'est comme ça que j'avais pu entrer en contact avec le conservateur qui s'occupait de cette exposition, qui est Édouard Papet. Et donc je lui avais parlé de mon projet moi, de recherche. Et effectivement, cet immeuble-là en question, il était couvert de céramique d'un céramiste qui s'appelle Alexandre Bigot. Et j'ai proposé donc de travailler sur les sources, la documentation, les archives que le musée d'Orsay possède, conserve sur ce céramiste. Et donc voilà, on a travaillé ensemble là-dessus, et l'idée c'était un petit peu de faire une sorte de répertoire, d'inventaire de toutes les interventions d'Alexandre Bigot en matière de céramique architecturale. Et donc, effectivement, ce qu'on attendait de moi, finalement, c'était de livrer un énorme fichier Excel avec des photos et voilà, potentiellement les adresses, les dates, une fiche technique, en fait, finalement, du bâtiment en question. Et en même temps, voilà, ça m'a ouvert les portes aussi d'autres fonds, et notamment dans le Loir-et-Cher, d'où vient Bigot, et où il avait son usine, notamment le musée de la céramique de Romorantin, Lantenay, ou le musée de Mer dans le Loir-et-Cher, du coup, qui conserve aussi des éléments d'architecture issus de l'usine Bigot. Voilà, donc ça s'est déroulé un petit peu comme ça, ce stage. Hein. C'était à la fois des petits séjours voilà, d'une journée ou deux ailleurs pour aller un peu recenser ces bâtiments. Et puis après, ça se déroulait 2 jours par semaine, je crois, pendant le premier semestre de mon Master 2, du coup. Et voilà, et ensuite pour l'autre aux Beaux-Arts, alors là pour le coup en fait, oui parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de l'EPHE, mais ce que je trouve formidable dans cette école, qui est vraiment donc consacrée à la recherche, c'est que vous avez en tout cas en Master 2, assez peu de cours. En fait, vous suivez ce qu'on appelle des séminaires, qui sont en fait les séminaires proposés par d'autres chercheurs de l'EPHE, et vous vous intégrez à leur séminaire. Et finalement, vous suivez peut-être 3 ou 4 conférences par semaine, ce qui est génial déjà en soi. Et puis, l'une des conférences moi, que j'avais choisies, c'était celle d'histoire du dessin d'Emmanuelle Brugerolles, qui était donc conservatrice à ce moment-là au cabinet des dessins Jean Bonnat de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et elle avait organisé un petit examen oral, je ne sais plus, à la fin du premier semestre, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais adoré son cours. Et donc, l'examen s'était très bien passé. Et à la fin de cet examen, elle m'a proposé en fait, de venir travailler avec elle pendant un stage, du coup, sur toute la fin. Donc, ça a duré 8 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'était de fin janvier à août. Voilà. Et ça aussi, c'était une expérience formidable, vraiment, parce que en tant que stagiaire là-bas, on faisait plein de choses. On touchait à plein de questions. Alors à la fois, effectivement, il fallait faire de la recherche pour écrire les catalogues des expositions. Et là, en l'occurrence, l'exposition qui se préparait, c'était l'exposition Bâtir sous le Second Empire. Donc on était toujours un peu dans mes domaines de prédilection de toute jeune chercheuse. Hein,
même pas vraiment, enfin voilà, d'étudiante. Mais donc l'architecture, et donc ici en l'occurrence Second Empire, moi mon immeuble il était plutôt début 20e, mais c'était très enrichissant déjà voilà, pour cet aspect-là, puisqu'on avait une première expérience de vraiment rédactionnelle. On a nos notices dans le catalogue avec tous les autres stagiaires, donc c'est super. Puis on participait à d'autres expositions. On faisait aussi de la médiation pour les écoles, les collèges qui venaient donc visiter l'exposition encore en cours. Et puis... Euh, voilà, globalement, nos missions, mais ça nous permettait voilà, d'écrire des dossiers pédagogiques, de faire à la fois de la recherche, de la médiation. Donc c'était vraiment très, très riche et sur plein de thématiques, puisqu'en 8 mois, en fait, j'ai travaillé, je crois, sur 3 expositions au final. Donc celle pour laquelle j'avais écrit, donc Bâtir sur le Second Empire, mais il y avait aussi à ce moment-là une exposition Richard Deacon, donc beaucoup plus contemporaine, une exposition aussi dessinée d'après les maîtres, donc un peu transpériode aussi, donc ça c'était très chouette aussi, parce que même si j'ai mes périodes de prédilection, je suis quand même intéressée par un certain nombre de choses, donc c'était bien de pouvoir être touchée aussi par ça. Donc voilà, ça c'était vraiment une expérience vraiment géniale aussi, j'ai adoré tous ces stages, c'était super. Oui, effectivement, ça avait l'air Ouais. sacrément intéressant. Concernant votre thèse, je le répète, la parade des marchandises, étalagisme et art de la devanture à Paris dans l'entre-deux-guerres, quels éléments vous ont inspiré ce sujet? Alors, toujours, enfin, j'ai toujours été un peu attirée quand même par l'histoire des grands magasins, des boutiques. C'est vrai que c'est un sujet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant justement mes années de spécialisation à l'école du Louvre, j'ai eu tout un cycle sur l'Art Nouveau. Qui avait été enseigné notamment par Philippe Thiebaud et qui m'a vraiment passionnée. C'est vraiment là où je me suis découvert une passion dans la passion. Moi, j'étais déjà passionnée par l'histoire de l'art, mais là, ça m'a vraiment frappée. Cette histoire un peu qui mêle art décoratif et architecture, voilà, de la période qui m'intéresse, hein, fin 19e, début 20e siècle. Et déjà à ce moment-là, dans la mesure où c'est un art total, on avait parlé un petit peu de boutiques, d'aménagement, voilà, de commerce et de magasins. Donc déjà, c'était quelque chose voilà, qui était un petit peu resté dans un coin de ma tête, dans la mesure où je voulais faire de la recherche ensuite. Je m'étais dit, bon, ce serait chouette d'en faire un sujet. Bon, après, on arrive un peu naïf. En fait, plein de choses sont déjà écrites, mais on ne le sait pas. Mais voilà, c'est normal. Mais donc je pense que voilà, déjà j'avais un goût pour ça, pour ces objets-là et ces édifices-là, ce qui concernait voilà, un art un peu commercial et peut-être éloigné des beaux-arts classiques. Mais donc voilà, et puis en même temps, parallèlement, j'étais aussi très intéressée par les questions, et ça c'est surtout pour le coup mon année de muséologie à l'école du Louvre qui m'avait un peu ouvert à ça, aux questions liées à la muséographie, aux expositions et au mode d'exposition, au dispositif de présentation des œuvres, des objets. Donc j'avais pensé un temps d'ailleurs travailler sur en Master 1 sur des expositions universelles et des stands Art Nouveau aux expositions universelles. Finalement, j'avais été prise dans un autre groupe de recherche, donc je n'avais pas pu faire ce sujet-là. Mais voilà, cette question-là des expositions m'intéressait aussi. Et donc, pour m'inscrire en thèse, j'avais d'abord souhaité travailler sur la question des grands magasins et des boutiques à l'exposition internationale de 1925, donc quelque chose qui mêlait un petit peu ces deux thèmes. Et en fait, c'est la découverte d'une source en particulier grâce à une collègue qui maintenant est enseignante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui s'appelle Émilie Amen, avec qui j'avais fait avec son association Sartoria un petit projet de journée d'études, qui m'a parlé d'une revue qu'elle avait
donc découverte elle aussi pour sa propre thèse, qui s'appelle Parade, qui est une revue d'étalagisme, donc, qui a été publiée entre 1927 et 1953. Et voilà, quand j'ai découvert cette revue, je me suis dit que finalement mon sujet, limiter mon sujet à l'Expo de 25, c'était beaucoup trop... c'était pas assez vaste. Oui. Et surtout, en plus, une étudiante en Master 1 de l'université, de Sorbonne Université, avait déjà traité ce sujet en Master 1. Donc voilà, j'ai ouvert vraiment mon sujet aux étalages, à la science de l'étalage et à l'aventure de magasin dans l'entre-deux-guerres. Voilà, donc c'est ce qui m'a inspiré ce sujet, mais c'est finalement un sujet, je me suis pas inscrite avec ce sujet-là en thèse, et c'est un sujet qui s'est construit un peu au fur et à mesure autour des sources que j'ai eues. Comme c'est le cas pour plusieurs chercheurs, je pense. Bien sûr, complètement. Parce que c'est vrai que voilà, quand on sait la somme de pages qu'on va avoir à écrire, ça peut paraître... petite montagne à franchir quand même. Hein. C'est un défi aussi d'écrire la thèse en soi. Vous avez écrit combien de pages? Ouh là là, alors tout compris, ça dépend, hein, mais c'est 3 volumes en tout, les 3 volumes, y compris les 2 d'illustration, etc., c'est 1740. Quand même. Mais le volume de manuscrit, là où j'ai vraiment écrit des choses, je ne sais plus exactement, je crois que j'ai tout compris, donc les index, la bibliographie, tout ça, c'est 680, quelque chose comme ça. Voilà, et de textes, je dois être à 600, voilà, comme ça. Donc c'est quand même beaucoup de pages. Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire autant. Hein. On peut écrire largement moins, hein, autour de 400, c'est très bien. C'est qu'après, moi, j'étais prise dans le flot de l'écriture. Et puis, j'avais le temps de le faire aussi. J'ai eu cette chance-là de finalement être plutôt dans les temps, dans mon calendrier, et de réussir à le tenir. Donc, du coup, ça allait. Mais oui, je pense que pour répondre à votre question encore, le gros défi, ça a quand même été ça, hein, d'écrire la thèse. Même si j'ai adoré, moi, la période de rédaction, ça n'a pas été la plus difficile. Je trouve que le plus dur, c'est juste avant, quoi. Voilà. Le pas qui... Voilà, quand il faut commencer. La page blanche au départ, lorsqu'on écrit les premiers mots, on se dit, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais pas arriver au bout, c'est impossible. Et je pense que tous les premiers chapitres, je me suis dit que j'irais pas au bout. Enfin, voilà, que je pourrais jamais écrire les 9, c'était pas possible. Et puis bon, finalement, une page après l'autre, un jour après l'autre, faut essayer de faire taire cette petite voix qui un peu, qui vous rend anxieuse en l'occurrence. Et voilà, je pense que c'est, oui, le gros défi aussi, c'est celui-là. Concrètement, comment s'organise votre métier au quotidien? Alors, entre bien sûr l'enseignement et la recherche, très concrètement, en fait, il y a 2-3 jours dans la semaine qui sont consacrés aux cours, à la dispense des cours, donc au fait de venir ici, en l'occurrence cette année à Dijon, dispenser mes enseignements. Et le reste de la semaine, pour rester toujours concrète, c'est des journées en bibliothèque, en archives ou tout simplement chez moi, à mon bureau, hein, pour écrire des articles, lire des livres, lire des articles scientifiques, étudier des sources que j'ai photographiées, répondre à des appels, des projets pour devenir... pour obtenir des post-docs, des contrats, pour faire des communications, répondre à des appels à articles. Enfin voilà, c'est ça. Assez varié. Oui, pour le coup, ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes, ou en tout cas les étapes principales pour faire publier un article dans une revue académique? Alors, le plus souvent, il y a plutôt 2 solutions. Soit, en fait, il faut faire une sorte de veille sur des sites comme par exemple, je pense au site de l'APAO, qui est l'association
une association d'historiens de l'art, où vous allez avoir en fait toutes les parutions d'appels à projets, à contributions. Voilà, donc il faut veiller un petit peu sur ce genre de site. Il y a un autre site qui s'appelle Calenda qui répertorie en fait beaucoup de propositions soumises en France, mais pas seulement. Et ça vous permet donc de voir un petit peu si ça colle à vos sujets de recherche. Ces appels-là, en général, décrivent un argumentaire, des axes potentiels et un mode de soumission de projet. Donc soit vous allez directement écrire un article et ensuite il va être relu le plus souvent dans le cadre des revues de catégorie A, en tout cas. C'est une catégorisation de revues scientifiques, donc par 2 personnes à l'aveugle, enfin en tout cas, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas qui vous êtes et vous ne savez pas qui elles sont. Mais voilà, elles valident quelque part le caractère scientifique et publiable de votre Ce sont projet. des chercheurs ou... Oui, oui. En tout cas, des spécialistes de la question, soit des enseignants-chercheurs, soit des professionnels, voilà, peut-être du monde muséal, de l'inventaire, ou voilà, dans le cadre d'une publication sur l'architecture, mais c'est principalement des enseignants-chercheurs, me semble-t-il. Et puisqu'encore une fois, je ne sais pas qui me relie, du coup, mais oui, hein, ce sont des enseignants-chercheurs. Et en fait, donc voilà, ça c'est une des solutions possibles. Et ensuite, vous êtes accepté ou non, sous réserve de modification ou pas, enfin, voilà, ou alors refusé. Vous pouvez aussi être sollicité, tout simplement, si en fait des 2 directeurs, directrices de numéros prévoient une thématique particulière et pensent que vous pourriez écrire là-dessus parce qu'elles connaissent un peu vos travaux. Bien là, vous pouvez être sollicité directement. Et puis, il y a aussi des revues qui ont des appels à contribution permanents, donc pas soumis à un dossier particulier et à une thématique particulière. Et là, vous allez pouvoir soumettre voilà, un article qu'on appelle en général en varia, donc sur un thème variable pour le coup. Vous pouvez voilà, soumettre un article déjà rédigé et pareil, ce sera le même processus. 2 personnes vont vous relire à l'aveugle, de façon anonyme. Enfin, à l'aveugle, anonymement plutôt, parce qu'ils lisent ce que vous écrivez évidemment, mais en tout cas, vous ne savez pas qui ils sont et ils ne savent pas qui vous êtes. Après, on peut s'en douter un petit peu, puisque les thématiques de recherche en disent long, mais voilà, globalement, voilà comment ça se passe. Donc, soit on répond à un appel, soit on est sollicité, soit finalement on envoie à des rédactions un peu, et puis on voit si c'est accepté ou non. Et donc c'est comme ça que vous pouvez toujours rester un peu inspiré et trouver de nouvelles idées. Oui, c'est vrai que répondre à des appels à contribution ou à communication, c'est un peu le même processus pour donner une conférence. Enfin, voilà, on va répondre à des appels. Personnellement, en tout cas, ça m'a aidé à problématiser mon sujet d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, effectivement, ça permet voilà, de réfléchir à son objet d'étude et ensuite alors je sais qu'il y a certains chapitres de ma thèse qui ont été issus finalement de communications que j'avais données, en tout cas l'idée générale du chapitre, parce que voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à quadriller un peu ces idées. Donc oui, ça permet de rester un peu inspiré et puis surtout de faire connaître son travail, ce qui est très important dans le domaine de la recherche. Parce que c'est très bien de faire de la recherche, mais il faut la partager aussi. Est-ce que vous avez déjà travaillé en collaboration avec d'autres chercheurs ? Alors, ça dépend pourquoi, mais oui. Pour écrire un article ? Alors, pour écrire un article, alors surtout des introductions d'actes, de colloques notamment, puisque en fait, à l'issue de 2 journées d'études que j'avais organisées avec d'autres personnes, on a publié ce qu'on appelle les actes, donc c'est-à-dire les textes des communications. Et effectivement, dans 2 cas, on a rédigé l'introduction à plusieurs. Donc. Sinon, j'essaie de me repasser les choses, mais je ne crois pas que j'ai écrit des articles à plusieurs.
c'était toujours juste moi, en mon nom, il me semble. Après, j'ai participé aussi à des ouvrages collectifs, où là, pour le coup, vous avez votre texte au milieu de textes d'autres auteurs. Mais sinon, par contre, la collaboration, elle se fait beaucoup, pour le coup, dans l'organisation de projets, notamment de colloques, de journées d'études. Et, et dans des propositions aussi, voilà, pour essayer d'avoir des financements, pour financer des projets de recherche, etc. Là, oui, on est quand même souvent plusieurs pour se soutenir, pour échanger des idées. Voilà, oui, c'est essentiel d'ailleurs de travailler à plusieurs, je pense, dans ce milieu-là. Est-ce que actuellement vous travaillez sur un projet spécifique? Je viens à peine de finir ma thèse, donc finalement je suis encore un peu sur ce projet-là. Mais oui, je prépare en fait des projets de postdoc, pour trouver des contrats après la thèse, sur des projets aussi d'appel à communication. Enfin, moi en tout cas, ce que j'aimerais plus approfondir et en termes de recherche qui sont issus de ma thèse, c'est tout ce qui concerne les liens entre muséographie plutôt et étalagisme, donc un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis aussi ce qui concerne notamment le stand. Le stand d'exposition, le stand publicitaire, comme objet voilà, entre commerce, art et musée. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer et puis aussi travailler davantage parce que je n'ai pas pu le faire dans ma thèse qui était déjà bien trop longue. Sur l'étalagisme à l'étranger, en fait. Ah, oui. Voilà, internationaliser un petit peu ces recherches-là. Voilà, c'est un peu les trois axes qui, actuellement, à l'étranger et en région aussi, parce que moi, je me suis concentrée vraiment sur Paris. Donc voilà, c'est ce qui me préoccupe en ce moment. D'ailleurs, on va mettre certains articles, vos articles, en barre d'infos si ça intéresse certains étudiants. Et on va finir avec une question un petit peu anecdotique, mais quand même importante à poser, je pense. Est-ce qu'il est nécessaire de parler plusieurs langues pour être chercheur? Je pense. Alors après, il faut choisir la langue, je pense, en fonction aussi de votre spécialité. Parce que voilà, selon ce que vous étudiez, vous allez devoir plus solliciter la langue allemande ou l'anglais ou l'italien, par exemple. Mais effectivement, je pense que c'est important. Alors après, si vous n'êtes pas bilingue, je veux dire, dans une autre langue, ce ne sera pas rédhibitoire, à mon avis. En revanche, il faut quand même maîtriser le français, évidemment, si c'est votre langue maternelle, mais au moins une autre langue, hein, ne serait-ce que pour vous ouvrir des portes, en fait. Parce que ça vous permet de pouvoir prétendre à d'autres contrats, à d'autres appels à projets. Et ce serait dommage de se fermer des portes parce qu'on ne maîtrise pas complètement la langue. Après, il ne faut pas se boycotter non plus, je pense. Si on ne parle pas parfaitement la langue, je pense qu'on peut quand même se lancer. Mais voilà, je pense que c'est quand même mieux d'en maîtriser au moins une supplémentaire. Ce sera que du plus, en fait. Mais c'est pour tout, hein, ça, de toute manière. Mais voilà, et après, effectivement, à choisir soit une troisième langue, soit une seconde, mais bien maîtrisée, qui soit bien spécifique en fonction de vos prétentions aussi, hein, de là où vous aimeriez travailler, du domaine, enfin voilà. Mais oui, je pense qu'en tout cas, les plus importantes, en tout cas, qu'on voit le plus souvent dans notre discipline, c'est bien sûr l'anglais, mais l'allemand et l'italien, beaucoup. Oui. On a vu ça avec nos enseignants Oui, oui, qui j'imagine. parlent bien d'autres langues. On peut désormais passer à la partie conseil. Quel est, selon vous, le meilleur conseil pour devenir chercheur?
Grande question. Ouais, c'est une grande question. Pour devenir chercheur, alors déjà, moi j'aimerais le devenir officiellement, vous voyez, donc je ne sais Oui. pas, parce que bon, je ne suis pas encore, espérons, titulaire. Mais en tout cas, pour faire de la recherche de manière générale, même si voilà, ça reste en master ou en doctorat, et après, si c'est ce qu'on veut faire et qu'on a de la chance, euh, je pense qu'il faut quand même beaucoup de curiosité, pas hésiter à envoyer des tonnes de mails, à chercher partout en fait, et oser voilà, écrire. Je rencontre quand même beaucoup d'étudiants et étudiantes qui ont un peu peur d'envoyer des mails en master à d'autres enseignants, à des institutions, alors qu'en fait, bah, c'est aussi notre travail de vous aiguiller, de vous répondre. C'est le travail aussi des musées. Enfin, je veux dire, ça leur tient à cœur en fait, hein. Donc, il faut jamais hésiter, voilà, à essayer d'ouvrir toutes les portes possibles pour trouver des choses. Donc déjà, voilà, cette curiosité-là, je pense qu'elle est très importante. Et puis, quand même, il faut quand même beaucoup de rigueur. Oui. Parce que l'organisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la mienne, hein, alors il faut quand même imaginer que les cours, enfin, vous le savez très bien, hein, je veux dire, on n'en a pas toute l'année, hein, c'est 12 semaines par semestre, et le reste du temps, on n'a pas ça pour nous stabiliser, et il faut quand même voilà, trouver tous les jours l'envie de se rendre en bibliothèque, en archives, et s'astreindre en fait à un rythme quand même qui est parfois difficile parce qu'on n'a pas toujours un cadre et quelqu'un qui va nous taper sur les doigts si on ne le fait pas. Donc c'est quand même beaucoup d'autonomie en fait, hein, que moi j'adore et que je trouve génial, mais je sais que ça peut être difficile, et c'est bien normal, hein, pour certaines personnes voilà, de se motiver au quotidien, quand bien même on adore ce qu'on fait. C'est pas toujours simple, donc je pense voilà, beaucoup de curiosité, de passion évidemment, mais enfin ça c'est normal, et ouais, un peu de rigueur quand même, je pense, un minimum. Pour les étudiants qui nous écoutent, vous qui enseignez de la licence au master, quels sont les conseils que vous pouvez leur adresser? Alors si c'est vague, les conseils, bah, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que déjà, venir en cours, ça paraît évident, mais enfin, je trouve que vous venez quand même globalement tous et toutes en cours, hein. C'est pas pour... Voilà, je n'adresse aucune remarque à personne à titre personnel. Mais oui, venir suivre les cours, les suivre avec intérêt, et puis les travailler parce qu'en fait, alors moi, ce que j'appelle les travailler, peut-être, en tout cas, moi, ce qui m'a particulièrement servi, je trouve, c'est de me faire beaucoup de PowerPoint, en fait, avec toutes les images qu'on étudiait, notamment pour la licence, parce que les repasser, en fait, ça m'a permis, je pense, d'avoir une espèce de banque d'images un peu en mémoire, qui m'aide aussi, qui m'a aidé pour la thèse, et qui m'aide même pour préparer des cours, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment très utile, voilà, se créer un petit peu sa banque d'images personnelle, et puis de lire quand même beaucoup, et de se rendre à des expositions, de visiter. Enfin, je pense que c'est ces trois choses-là combinées, enfin, de toute façon, qui font le fondement même de notre méthode de travail, à partir des objets, des œuvres, des tableaux, des édifices, et puis combiner ça par des lectures. Alors il ne s'agit pas de lire un énorme catalogue de A à Z, mais voilà, d'aller consulter un essai qui vous intéresse plus qu'un autre. Voilà, je pense que c'est quand même important. Et pour les masters, je pense aussi que l'important, c'est de se renseigner assez vite sur ce qu'on va attendre en termes de méthodologie pour la rédaction, pour ne pas se perdre ensuite à devoir voilà, tout reprendre, remettre toutes ces notes de bas de page. Enfin, voilà, c'est des détails, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis aussi, essayer en tout cas d'être assez rigoureux assez vite dans sa propre méthode, faire des fiches, toujours en notant, voilà, par exemple,
toujours noter le numéro de la page où on trouve l'information, parce qu'ensuite, si on ne l'a pas fait, on passe des heures et des heures à rechercher le livre, rechercher l'information pour écrire le numéro de la page, parce qu'on en a besoin dans la note de bas de page. Donc voilà, je pense déjà avoir cette méthodologie dans la recherche, pour les masters en l'occurrence, et ensuite pour les licences, oui bien sûr, apprendre les cours c'est évident, et vraiment regarder les œuvres aussi et aller les voir en vrai, je pense que c'est important, et lire. Oui. Voilà. Et pas lire que de l'histoire de l'art. Quels livres vous ont profondément influencé et est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns rapidement? Oui, bien sûr. Alors, j'ai choisi là de vous présenter quelques livres qui ne sont pas justement uniquement issus du champ de l'histoire de l'art, parce que ce sont aussi des livres qui m'ont, je pense, un peu construite, voilà, que j'ai aimé assez tôt, mais qui finalement, en fait, quand je les regarde de plus près, sont liés tous de près ou de loin à ce qui allait m'intéresser plus tard et finalement à mon champ de recherche actuel, hein, donc pas vraiment de hasard. Mais alors je ne sais pas trop par lequel commencer, je ne veux pas casser le décor, mais c'est vrai que voilà, en fait, dès le lycée, hein, j'ai quand même eu assez vite un intérêt pour des auteurs issus voilà, des premières décennies du XXe siècle français, notamment Louis Aragon, André Breton. Donc, je vous ai mis effectivement 2 livres d'Aragon, par exemple. Alors, un recueil de poèmes et Le Paysan de Paris. Ce recueil de poésie, c'est un de mes favoris. Je ne sais pas vraiment comment j'ai fait sa rencontre un jour. J'ai l'impression que c'était par un poème que j'ai dû peut-être étudier en cours. Je ne sais plus, en fait. Mais qui s'appelle d'ailleurs toujours le mouvement perpétuel. Et en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est une poésie qui m'est toujours un peu restée en tête, qui revenait comme ça dans mon esprit de temps en temps. Et j'ai eu la chance de l'étudier, ce recueil, pour ce qu'on appelle une colle en classe prépa, donc un oral, un examen oral. Et voilà, j'avais vraiment adoré. Et c'est vrai qu'Aragon, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et Le Paysan de Paris, c'est drôle parce que voilà, la première fois que j'ai dû le lire, c'était peut-être il y a peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et finalement, j'ai dû le relire pour ma thèse. Donc c'est parce que j'ai fait toute une partie sur les liens entre les avant-gardes, dada, surréalistes et le goût pour les vitrines. Et effectivement, dans ce livre, à Aragon, j'en avais quelques bribes de souvenirs, hein, finalement, mais encore une fois, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Comme je vous le disais, hein, je rêvais de Paris. C'est une ville que j'adore, que je trouve incroyable. Et dans Le Paysan de Paris, en fait, il se promène un petit peu, hein, dans la ville de Paris. Et il y a notamment toute une partie où il sort d'un café, il se retrouve dans un passage couvert et il regarde toutes ces vitrines. Et, il y en a notamment une qui lui apparaît un peu comme une vitrine presque sous-marine. On a l'impression qu'il va se faire happer par une sorte de sirène à la Ulysse. Enfin voilà, c'est une sorte de vitrine un peu qui a des pouvoirs magiques, qu'il décrit un peu comme ça. Et j'ai trouvé ça drôle finalement d'y revenir. Je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de hasard et que ce sujet de thèse qui s'est construit petit à petit, en fait, était vraiment une sorte cimenté beaucoup quand même de mes centres d'intérêt. Breton, j'en ai quand même aussi beaucoup parlé dans mon travail pour son manifeste du surréalisme. Et alors ce livre-là, ce qui m'avait surtout marqué, et c'est vraiment ce qui me reste en tête, ce sont les dernières pages. Donc c'est L'amour fou, hein, c'est celui-là, là. Les dernières pages qu'il adresse
à sa fille. Donc c'est une sorte de lettre qu'il adresse à sa fille et qui se termine par les mots qu'on a en 4e de couverture. Là, je vous souhaite d'être follement aimé. Et c'est voilà, un texte que j'avais trouvé magnifique et voilà, qui commence quelques pages avant et que voilà, j'avais adoré. Et là aussi, c'est amusant finalement de retomber sur lui pour ma thèse. Et finalement, oui, je me rends compte que je parle beaucoup de ma thèse, parce qu'en fait, tout est un peu lié, de ce que je vois sur cette table. Je n'ai même pas forcément fait exprès. Un qui est peut-être plus éloigné, c'est Les villes invisibles de Italo Calvino. Alors, oui, ça, c'est un de mes livres préférés aussi, qui décrit, en fait, c'est un dialogue un petit peu imaginaire entre Marco Polo et Kublai Khan, et il lui décrit en fait 55 villes qu'il aurait traversées dans des sortes de descriptions très poétiques, et c'est un livre que j'adore lire et relire, ou juste voilà, lire une petite partie. Et ouais, finalement, beaucoup de ces noms de villes ont un petit peu voilà, ressurgi dans ma vie. Alors voilà, ça m'a beaucoup... Enfin, je l'adore, ce livre, et je le conseille. Il est très facile à lire, il est assez court, puisque les descriptions, les visites des villes sont très courtes. Mais voilà, que je trouve génial. Et alors, ces 2 livres-là, je pense que... Alors, ils ne sont pas tout à fait... donc, c'est Zola, Au bonheur des dames, et Regarde les lumières, mon amour, de Annie Ernaux. Alors, c'est finalement 2 livres sur des lieux de distribution, puisque donc, évidemment Zola Au bonheur des dames, c'est sur le grand magasin Au bonheur des dames, et Annie Ernaux, ce livre-ci, il parle en fait il retrace un petit peu les dialogues qu'elle a entendus dans le Haut-Champ de Cergy, qui est la ville où elle habite, je crois, toujours. En tout cas, elle habitait au moment où elle l'a écrit. Et alors, je n'ai pas découvert Annie Ernaux à travers ce livre-là. Enfin, c'est une de mes autrices préférées, dont j'admire le travail, mais je l'ai découverte avec Se perdre. Donc, c'est un livre qui est plutôt un journal dans lequel elle retrace notamment une histoire d'amour avec un certain S, qui s'appelle en fait Sergueï. Et on suit comme ça les montagnes russes de ses émotions lorsque voilà, il la contacte pour la voir et il ne lui parle plus. Et voilà, tout le livre, c'est ces montagnes, ces grandes joies et puis ces peines lorsqu'elles tombent très bas. Et puis ensuite, voilà, j'ai un peu tout lu de manière compulsive. Et celui-là, il m'avait marqué parce que et le titre d'ailleurs l'évoque, finalement, il parle un petit peu en creux de comment cette culture de la consommation et ces formes des lieux de distribution, leur lumière en l'occurrence, toutes les couleurs qu'on peut trouver dans un centre commercial, marquent notre esprit, notre culture visuelle. Et en tout cas, le titre, je trouve, moi en tout cas, m'évoque ça. Et l'impact aussi qu'ont ces lieux dans nos vies. Et je l'avais beaucoup aimé pour ça, parce qu'aussi il me rappelait simplement des choses très banales de ma propre vie, mais qui n'étaient pas si banales, en tout cas pour mon esprit d'enfant, ma mémoire d'enfant. Voilà. Aller au centre commercial avec ma mère, mise dans le petit siège du caddie. Voilà, donc c'est un livre que j'avais beaucoup aimé pour ça, et qui finalement rejoint aussi ces centres d'intérêt autour voilà, de la culture visuelle, du commerce, de la publicité. Même si évidemment c'est pas du tout un essai, voilà, c'est presque un relevé de choses entendues. Un journal, d'ailleurs elle a un autre livre qui s'appelle Journal du dehors, où pour le coup c'est un petit peu la même chose, mais dans le RER, je crois, entre Cergy et Paris.
Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette façon d'écrire qu'elle a, et puis ces thématiques qui sont très ancrées dans le réel, et un réel assez populaire, entre guillemets, qui me plaît beaucoup. Idem, bon, là, au Bonheur des Dames, on est vraiment sur autre chose. Ce que j'aime dans ce livre, c'est à l'inverse, on est sur une manière d'écrire qui est vraiment radicalement différente, hein, de celle d'Annie Ernaux, beaucoup plus descriptive, beaucoup plus fouillée. Mais c'est un livre que j'ai d'ailleurs relu aussi un peu pour écrire un article une fois dans la revue Romantisme, que vous mettrez peut-être en barre d'infos. Mais justement, voilà, c'est ces descriptions de ces étalages, de ces mètres de rubans, de tissus, et puis le comportement aussi des gens dans un grand magasin. Ça, c'est aussi des thématiques qui non seulement m'ont intéressée pour mon travail de recherche, mais que je trouve formidablement décrites et par Zola. J'aurais pu vous donner aussi le ventre de Paris, où on retrouve là aussi des descriptions de ces étalages macabres de poissons ou que sais-je, et que j'avais aussi adoré. Et puis le dernier qu'on voit, c'est le seul livre véritablement scientifique sur cette table. Évidemment, j'aurais pu vous en donner plein d'autres. D'ailleurs, juste derrière moi, il y en a quelques-uns auxquels j'avais pensé, notamment une somme sur l'Art Nouveau, voilà, rédigée par mon directeur de thèse en plus, hein, Jean-Michel Legnaud, donc le hasard, mais c'est bien tombé. Et celui-ci, donc sur les enseignes dans la culture visuelle et matérielle, qui a été dirigé par Anne-Sophie Aguilar et Éléonore Chaline. En fait, c'est un livre qui rassemble des essais et qui a été imaginé après un séminaire qui portait sur cette thématique. Et qu'elles avaient toutes les deux, donc elles sont enseignantes-chercheuses, hein, à Paris 1 pour Éléonore Chaline et à Nanterre pour Anne-Sophie Aguilar, si je ne me trompe pas. Et voilà, là aussi, ça touche des thématiques qui, moi, m'intéressent. En fait, tous ces objets un peu anecdotiques du quotidien que l'on expérimente quotidiennement, les enseignes en l'occurrence. Et en fait, il y a énormément de thèmes que j'ai aussi traités dans mon travail et qui m'intéressent, qui sont traités ici, notamment la muséalisation de ces objets. Et puis, il y a tout un chapitre aussi de Jérémy Serment sur les enseignes pendant l'entre-deux-guerres, pour le coup, qui a été un bon support pour mon travail. Et d'ailleurs, de manière générale, tous les travaux de Jérémy Serment, qui est maintenant professeur à l'Université d'Artois, à Arras. Mais voilà, c'est un livre qui rassemble en plus énormément une très belle iconographie de ces enseignes et de leurs lieux de conservation. Enfin, je pense par exemple au musée Carnavalet, pour n'en citer qu'un. Et voilà, qui traite aussi à la fois de matérialité des objets, de ceux qui fabriquent ces objets, de la manière de les fabriquer. Donc il y a tout un chapitre sur les brevets, les techniques, les peintres aussi d'enseigne par Bertrand Tillier, sur les photographies aussi d'enseigne. Donc voilà, ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup, et une approche, en fait, une méthodologie aussi proche finalement de l'histoire culturelle et sociale et matérielle aussi de l'art, qui m'intéresse énormément. Donc voilà pourquoi j'ai voulu présenter cela en particulier. Mais encore une fois, j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres, mais c'est ceux qui... et celui-ci est plus récent pour le coup, même dans sa découverte, puisque tout cela, c'est des livres qui me suivent depuis quand même de nombreuses années, mais celui-ci, voilà, il date de 2020 ou 2021, je crois. Donc il est beaucoup plus récent, mais pour le coup... il m'a bien accompagnée aussi par sa structure et par les sujets qu'il aborde. Si ces livres vous ont intrigué ou intéressé, vous pouvez les retrouver à la B2UFR sans souci. Sauf lui.
sauf coup, lui, c'est moi qui qui l'ai est amené. apporté par Madame Napolitano. On peut désormais passer à des questions signatures qui vont revenir un petit peu à chaque podcast, où le but est de répondre assez rapidement en quelques phrases. Ok. Quelle est l'œuvre ou l'artiste qui vous a le plus marqué et donné cette passion? Alors, je suis censée être rapide, donc. Hein. Rapide. Alors, attendez. L'œuvre ou l'artiste qui m'a le plus marqué. J'ai droit qu'à un. Un seul. Guimard. On prend. Que diriez-vous pour inciter les lycéens à venir en histoire de l'art? Je leur dirais que c'est une discipline qu'ils découvrent à peine, peut-être un peu plus aujourd'hui au collège ou au lycée, mais qui est très riche en fait. Et peut-être qu'on l'ignore un peu, qu'on s'imagine voilà, qu'on va forcément étudier uniquement de la peinture ou de la sculpture, alors qu'en fait, il y a énormément de choses en histoire de l'art et archéologie d'ailleurs, et que ça permet d'étudier l'histoire sous un autre angle, à travers des objets différents, et que c'est... qu'en tout cas, il faut essayer d'être un tout petit peu curieux de cette discipline qui, je pense, a beaucoup en fait, à offrir à beaucoup de gens. Et qui peut intéresser un certain nombre de personnes, quelles que soient les périodes qui intéressent, les types d'objets qui intéressent, parce qu'elle peut nous mener aussi aux arts et traditions populaires, par exemple, ou aux objets plus techniques. Je pense voilà, aux collections, je sais pas, moi, du Centre national des arts et métiers. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes qu'on peut étudier en suivant un cursus d'histoire de l'art. Toutes les périodes, toutes les régions du monde aussi, parce que je parle beaucoup d'art occidental finalement, mais il y a aussi voilà, tellement de richesses ailleurs. Voilà, et puis, voilà, c'est une discipline, je pense, ouais, qui peut intéresser. On trouve toujours quelque chose Oui, voilà, je à pense. On trouve apprécier. toujours quelque chose à apprécier. Ouais. Quelle est la meilleure façon de découvrir l'histoire de l'art aujourd'hui? En ouvrant les yeux partout, dans la rue, enfin, c'est le cas de le dire pour moi, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse, dans la rue, mais aussi, enfin voilà, en tout cas, d'oser aller peut-être visiter des expositions, des monuments. Après, pour la découvrir, c'est un grand mot. Enfin, tout dépend à quel niveau hein, et avec quel degré de profondeur. Mais voilà, pour peut-être une toute première approche, je dirais peut-être de participer à des événements un peu grand public, des médiations, les Journées européennes du patrimoine, par exemple, où on va avoir voilà, toute une offre de parcours, de choses, de conférences, de médiations qui sont proposées, qui permettent voilà, d'attirer peut-être des gens qui vont moins dans ces institutions. Et par contre, alors ça, c'est ce que je propose, c'est quand même pour des gens qui ont peut-être déjà une envie, mais pour donner envie aussi, je pense que ce qui est très important, c'est les médiations en milieu scolaire. Et à la fois, bien sûr, ça c'est le travail aussi des professeurs en histoire ou en art plastique, par exemple, mais ça, à l'échelle de plusieurs mairies, on va avoir voilà, des projets qui sont menés au sein de la mairie, des projets culturels pour soit faire venir des groupes scolaires dans des établissements. C'était le cas aux Beaux-Arts, par exemple. Je pense à de mes amis qui travaillent à Orsay, pas le musée, la ville d'Orsay. Il y a la crypte et qui voilà, accueille beaucoup de groupes scolaires, qui va aussi dans les écoles pour leur faire découvrir non seulement l'histoire de l'art, mais aussi la pratique artistique. Voilà, je pense que ça, c'est très important aussi, d'aller chercher des publics.
directement, notamment en milieu scolaire, mais pas que, par exemple aussi dans des EHPAD ou à l'hôpital, ou voilà, aller chercher peut-être voilà, celles et là où ceux on ne le qui pense pas. ouais, voilà, et qui peut-être n'oseraient pas forcément y aller ou se sentent pas concernés par ce patrimoine qui pourtant est bien à tout le monde. Et voilà, donc pour découvrir, je pense que si on a déjà cette démarche, soit tout seul, participer à des événements grand public gratuits aussi, c'est important qu'il y en ait, c'est très bien. Et puis sinon, il y a évidemment un rôle à jouer de la part de nous, les enseignants, et puis dans d'autres niveaux, pas, pas forcément à l'université, puisqu'a priori vous avez déjà à cœur de découvrir ça, mais voilà, au collège, au lycée, en primaire, en maternelle, enfin, voilà. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu? C'est votre dernière question, c'est C'est ça, ma hein? dernière question. J'ai réfléchi pourtant, mais quel est le meilleur conseil que j'ai reçu? Honnêtement, j'avoue que j'ai même séché quand vous m'avez envoyé cette question, parce que, enfin, je sais pas, je pense que j'en ai reçu quotidiennement pendant des années, depuis toujours, et que ils prennent pas forcément la forme de conseils, voilà, avisés, avec voilà un ponte qui vous conseille vraiment quelque chose. Donc c'est difficile de répondre, mais je dirais plutôt, je sais pas trop. Je suis désolée, je réfléchis, hein. Pas de souci. C'est Mais une le grande meilleur question. conseil, bah, ce serait, je pense, de pas tout conditionner non plus à une ambition professionnelle, et de conserver vraiment bah, le plaisir de ce qu'on fait, en, en allant voir voilà, des expositions, des films, des choses qui ne sont pas forcément liées à notre travail, à notre futur, à nos ambitions, mais rester quand même assez voilà, ouverte. Euh, et, euh, et oui, je pense que mais je ne sais même pas si j'ai vraiment reçu ce conseil directement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est plus un apprentissage que j'ai compris au fur et à mesure de mon parcours, quoi, qu'il soit personnel ou professionnel. Et voilà, je pense que et puis surtout aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, et ça, c'est peut-être un vrai conseil qu'on m'a donné, ça. de pas, enfin de continuer d'enseigner toujours. Enfin, moi, personnellement, c'est une part du métier que j'adore, qui me paraît, qui fait partie vraiment enfin, à part égale de ce que j'aime dans ce travail, parce que ça nous permet de nous renouveler, de travailler avec des étudiants, de découvrir aussi d'autres personnes, de travailler au contact de personnes plus jeunes, qui ont une autre manière de penser, je trouve ça très enrichissant. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà, c'est à la fois un apprentissage et peut-être un conseil que j'ai reçu un jour. Je saurais pas vous dire par qui, mais ou alors un autoconseil. Voilà, je sais pas. Mais oui, c'était la question la plus difficile, je trouve. Bah, c'est fini des questions. Maintenant, on va passer à un petit jeu dans lequel le but est de répondre le plus rapidement possible. Ok. Est-ce que vous êtes prête? Par oui et par non, quoi, c'est ça? Pas forcément. Ok. Pas forcément. Ok. Émile Gallet ou Jean Cariès? Galet. Réalisme de Courbet ou poésie de Mucha? Mucha. Aragon ou Zola? Aragon. Arts and Craft ou Art Nouveau? Art and craft. Peinture ou sculpture? Peinture. Céramique ou architecture? Architecture. Palais Omnibus ou Crystal Palace?
Palais Omnibus. Alors c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant et très enrichissant. Ouais, merci à vous. J'espère oui, avoir été intéressante, je sais pas. Oui, c'est sûr. Merci également à la B2UFR qui nous a accueillis et à l'équipe du service pédagogique numérique et ressources de l'université pour le prêt du matériel. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.